Hyman Levy de New York. Avant la guerre d'indépendance, Levy a commencé à échanger des perles de verre, des textiles, des boucles d'oreilles, des brassards et d'autres marchandises importées de Hollande qui étaient échangées avec les Indiens contre des pots de fourrure que Levy obtenait en tant qu'agent de Finn Ellis & Co. de Schenectady, Montréal et Londres. Hyman Levy a été bientôt rejoint par un couple d'associés juifs, Nicholas Lowe et Joseph Simon, et ensemble, ils ont mis en place une distillerie à Newport, Rhode Island, produisant du rhum et du whisky qu'ils ont vendu à d'autres colons et échangés avec les Indiens. En peu de temps, il y eut 22 distilleries à Newport, toutes appartenant à des juifs. Joseph Simon, un colon juif, était l'un des plus importants commerçants et négociants avec les Indiens, et l'un des plus grands propriétaires terriens d'Amérique pendant le dernier quart du XVIIIe siècle. Ces entreprises s'étendaient non seulement sur la Pennsylvanie, mais aussi sur l'Ohio, l'Illinois et le fleuve Mississippi. Un autre juif de l'époque coloniale du nom de Levi Andrew Levy, résidant à Lancaster en Pennsylvanie, avec 2 femmes esclaves dans sa maison, était le partenaire commercial de Joseph Simon, et les gendres de Simon, Levi Phillips, ainsi que Solomon M. Cohen, Michael Gratz et Solomon Etting, ont également été associés à lui à diverses périodes. En partenariat avec William Henry, Simon a fourni à l'armée continentale des fusils, des munitions, des tambours, des couvertures et des provisions. Le nom de Levi Andrew Levy apparaît sur le reçu d'un certain nombre de couvertures et de mouchoirs usagés, infectés, provenant de l'hôpital traitant la variole, qui ont été donnés aux Indiens par les Britanniques en 1763, ce qui entraîna une épidémie mortelle de variole qui a dévasté les membres de la tribu indienne. Une liste de 22 résidents de Lancaster à qui diverses tribus indiennes de l'Illinois ont cédé une parcelle de terre représentant la moitié sud de l'État actuel de l'Illinois comprend les noms de juifs suivants: Moïse Jacob et David Frank, Bernard et Michael Gratz, Moïse Frank Jr., Joseph Simon et Levi Andrew Levy. En 1733, un groupe de 40 juifs arriva à bord du 2e bateau transportant des passagers vers la colonie anglaise de Georgie, où ils avaient l'intention d'établir une industrie de fabrication de la soie. Parmi eux se trouvait un certain Dr Nunis, qui devint le premier médecin praticien de la colonie. L'année suivante, un juif du nom de Philip Minis devint le premier colon né en Géorgie le 11 juillet 1734. 3 ans plus tard, en 1737, Abraham de Lyon, un juif portugais, arrive dans la colonie de Géorgie avec l'intention d'établir une industrie vinicole. La majorité des juifs qui sont arrivés en Géorgie en 1733 étaient des séfarades, la plupart d'entre eux ayant fui le Portugal pour l'Angleterre avant de partir pour le Nouveau Monde. En 1741, pendant la guerre de Jenkins, les séfarades craignant l'invasion espagnole s'enfuirent à Charleston en Caroline du Sud et à New York, ne laissant en Géorgie que les familles Sheftal et Minis, toutes deux ashkénazes. La charte de la colonie de Caroline, rédigée par John Locke en 1669, accordait la liberté de conscience à tous les colons, en mentionnant expressément les juifs, les païens et les dissidents. Simon Valentine, ainsi que 4 autres juifs, ont demandé la citoyenneté dans la colonie anglaise de Caroline du Sud en 1697. Il devint plus tard le premier propriétaire terrien juif de la colonie, ce qui lui donna le droit de vote. D'autres juifs suivirent bientôt, et en 1703, une protestation s'éleva parmi les autres colons contre le fait que les étrangers juifs étaient autorisés à voter pour l'élection des membres de l'Assemblée. En 1748, des juifs londoniens éminents mirent à pied un projet d'acquisition d'une parcelle de 200 000 acres de terre en Caroline du Sud. Rien en résulta. Cependant, le 27 novembre 1755, Joseph Salvador acheta 100 000 acres de terre près de Fort 96 pour 2 000 livres sterling. 20 ans plus tard, Salvador vendit 60 000 acres de terre pour 3 000 livres sterling à 13 juifs séfarades de Londres. Cette terre était connue sous le nom de terre des Juifs. Un autre des Salvador, Francis Salvador, le neveu de Joseph, acheta de vastes étendues de terre dans le même voisinage en 1773 et devint le premier juif élu à une fonction publique en Amérique du Nord. Il fut également le premier juif tué pendant la guerre d'indépendance. En 1800, il y avait environ 2000 juifs en Caroline du Sud, en majorité séfarades et installés à Charleston, ce qui était plus que dans tout autre État américain à cette époque, et plus que dans toute autre ville ou localité d'Amérique du Nord. Charleston resta la capitale non officielle du judaïsme nord-américain jusqu'en 1830 environ, lorsque le nombre croissant de juifs allemands ashkénazes émigrant en Amérique s'installa en grande partie à la Nouvelle-Orléans, à Richmond, à Savannah, à Baltimore et dans le nord-est, en particulier à Philadelphie et à New York, dépassa finalement la communauté juive de Charleston, majoritairement séfarade. La Révolution américaine a été combattue par les colons gentils blancs, parce que les marchands juifs en Amérique du Nord n'apprécient pas que la couronne britannique leur impose des taxes. Les marchands juifs ont fomenté la guerre révolutionnaire comme un moyen de couper les liens avec la Grande-Bretagne, de sorte qu'ils ne seraient plus obligés de payer des impôts à la couronne britannique. Les colons britanniques en Amérique du Nord ont été dupés par les juifs pour qu'ils fassent la guerre contre leur propre patrie, afin d'assurer leur indépendance financière dans le Nouveau Monde. Samson Levy, un commerçant juif vivant à Philadelphie, a mené un boycott en novembre 1765 contre l'importation de marchandises d'Angleterre dans les colonies en signant une résolution avec 6 autres commerçants juifs de Philadelphie pour protester contre la taxe connue sous le nom de Stamp Act. Haïm Salomon, un immigrant juif né en Pologne en 1740 dans une famille de juifs séfarades portugais, s'est installé à New York en 1775, s'établissant comme courtier financier pour les marchands d'esclaves et les marchands d'outre-mer. Lui-même propriétaire d'esclaves, Salomon était marié à Rachel Franks, la fille de Maurice Franks, l'un des plus grands marchands d'esclaves de la ville à l'époque. Franc-maçon et sympathisant de la cause révolutionnaire, Haïm Salomon a financé l'armée américaine à hauteur de 20 000 $ pour qu'elle puisse continuer à lutter contre la Révolution, ce qui lui a permis de vaincre les Britanniques lors de la bataille décisive de Yorktown, le 23 décembre 1783. Salomon fut parmi un certain nombre de juifs éminents qui participèrent à l'effort couronné de succès pour que le Conseil de censure de Pennsylvanie supprime le serment des preuves religieuses, exigeant de chaque membre de l'Assemblée qu'il affirme sa croyance en l'inspiration divine du Nouveau Testament en disant «
Je suis juif, c'est ma propre nation. Je ne désespère pas que nous obtiendrons tous les autres privilèges dont nous aspirons à jouir avec nos concitoyens. La loi a ensuite été modifiée et toutes les restrictions civiles contre les juifs ont été supprimées. Gershom Mendes Sexas, né en 1746, fils d'Isaac et de Rachel Mendes Sexas, est devenu le premier ecclésiastique juif né aux États-Unis, nommé à la congrégation Shirit Israël à New York, comme Son Hazan en 1768. Pendant l'occupation britannique de New York, Sexas a servi de Hazan à la congrégation Mikvé Israël à Philadelphie. En 1787, lorsque George Washington fut inauguré comme premier président des États-Unis, Sexas était l'un des 14 membres du clergé qui participèrent aux cérémonies d'inauguration. Le frère de Gershom, Moses Mendes Sexas, a été président de la synagogue Touro de Newport à Rhode Island, membre fondateur de la plus ancienne loge maçonnique juive du pays, le roi David à Newport, et grand maître de l'ordre maçonnique de ce même État. En 1790, Sexas écrivit à George Washington, lui exprimant son soutien pour l'administration de Washington et lui souhaitant bonne chance. En 1795, Moses Sexas organisa la Newport Bank of Rhode Island et en fut le premier caissier jusqu'à sa mort en 1809. Un autre frère, Benjamin Mendes Sexas, a été l'un des fondateurs de la bourse de New York. Moses Michael Hayes était un marchand d'esclaves prospère, un banquier et un marchand de la Nouvelle-Angleterre coloniale. Né à New York en 1739, il était le fils de Judah Hayes et de Rebecca Michaels, des immigrants juifs des Pays-Bas. Hayes a introduit l'ordre maçonnique du rite écossais en Amérique. Il fut le grand maître de la loge maçonnique du Massachusetts, avec Paul Revere, et il était aussi l'ami du patriote Thomas Paine. Il aida également à organiser la loge du roi David en 1769. Hayes a déménagé de Newport à Boston en 1776, où il a ouvert un bureau d'expédition. En juin 1776, un mois avant la déclaration d'indépendance, Hayes remit une lettre désormais célèbre à l'Assemblée générale de Rhode Island pour protester contre l'obligation faite aux Juifs de signer un test de loyauté devant le jeune gouvernement. Il est crédité comme étant l'un des fondateurs de la Massachusetts Fire and Marine Insurance Company, qui a servi à souscrire la construction navale, le commerce et l'assurance au marché d'Extrême-Orient nouvellement ouvert. En 1784, en tant que premier déposant, Hayes est devenu l'un des fondateurs de la Massachusetts Bank, qui a fait partie de la Bank of America, toujours en activité. Selon une interview donnée par le rabbin orthodoxe Lodi Van de Kemp au journal de l'agence télégraphique juive le 26 décembre 2013, l'argent était gagné par les communautés juives en Amérique du Sud en partie grâce à l'esclavage et allait en Hollande où des banquiers juifs s'en occupaient. Dans une région de ce qui était autrefois la Guyane hollandaise, 40 plantations appartenant à des juifs abritaient une population totale d'au moins 5000 esclaves, dit-il. Connue sous le nom de Joden Savane, ou savane juive, la région comptait une communauté juive de plusieurs centaines de personnes avant sa destruction lors d'un soulèvement d'esclaves en 1832. Presque tous sont immigrés en Hollande, emportant avec eux leurs richesses accumulées. Ils sont venus avec des bateaux transportant des Noirs africains pour être vendus comme esclaves. Le trafic d'esclaves était un monopole royal, et les Juifs étaient souvent désignés comme agents de la couronne pour leur vente. Ils étaient les plus grands armateurs de toute la région des Caraïbes, où le commerce maritime était principalement une entreprise juive. Les navires n'étaient pas seulement la propriété des Juifs, ils étaient également dotés d'équipages juifs et naviguaient sous le commandement de capitaines juifs. La Compagnie des Indes occidentales, qui monopolisait les importations d'esclaves d'Afrique, vendait ceci aux enchères publiques contre paiement en espèces. Et il se trouve que l'argent liquide était surtout entre les mains des Juifs. Les acheteurs qui se présentaient aux ventes aux enchères étaient presque toujours des Juifs. Et à cause de ce manque de concurrents, ils pouvaient acheter des esclaves à bas prix. D'autre part, il n'y avait pas non plus de concurrence dans la vente des esclaves aux propriétaires des plantations et aux autres acheteurs, et la plupart d'entre eux achetaient à crédit payable à la prochaine récolte de sucre. Des bénéfices allant jusqu'à 300% de la valeur d'achat étaient souvent réalisés avec des taux d'intérêt élevés. Sur l'île antillaise de Curaçao, les Juifs néerlandais ont peut-être été à l'origine de la revente d'au moins 15 000 esclaves débarqués par les négociants transatlantiques néerlandais selon Seymour Drescher, historien juif à l'université de Pittsburgh. Ceux-ci étaient si influents dans ces colonies que les ventes aux enchères d'esclaves prévues pour les fêtes juives étaient souvent reportées, selon Mark Lee Raphael, professeur d'études juives au College of William and Mary. Ce n'est cependant qu'en 1655 que l'esclavage à vie est devenu une institution légalement sanctionnée dans les colonies nord-américaines. Cette année-là, Anthony Johnson, un Angolais noir libre qui avait été amené en Virginie en tant que domestique sous contrat et qui avait travaillé en dehors de son contrat des années auparavant, s'est adressé aux tribunaux au sujet de la propriété d'un domestique noir nommé John Kazor, que Johnson a revendiqué en disant que Kazor lui avait été vendu comme son esclave à vie. Le témoignage d'un marchand juif du nom de capitaine Samuel Goldsmith corrobora cette affirmation, et le tribunal se prononça en faveur de Johnson, reconnaissant légalement John Kazor comme son esclave à vie, établissant ainsi un précédent pour la possession d'esclaves à vie dans les colonies d'Amérique du Nord, une institution particulière que les marchands et négociants juifs de la mer trouvèrent bientôt extrêmement rentable. Au moment de la Révolution américaine, on pouvait trouver plus de 30 familles juives à Newport, Rhode Island, portant des noms de familles tels que Lopez, Levy, Rivera, Sexas de Toro, Gomez et Hayes. Dans le Nouveau Monde, les Juifs ont continué à s'engager dans leur longue carrière de marchands et de prêteurs d'argent, de fabricants et de vendeurs de boissons alcoolisées, et ont été les chefs de file de la traite des esclaves, amassant de vastes fortunes en important et en vendant des esclaves africains aux plantations coloniales. Certains des Juifs de Newport et de Charleston qui étaient engagés dans la distillerie ou le commerce d'esclaves, ou les deux, étaient les suivants: Isaac Gomez, Ayman Levy, Jacob Malado, Naphtali Myers, David Hart, Joseph Jacobs, Moses Ben Franks, Moses Gomez,
Isaac Diaz, Benjamin Levy, David Jeshovoum, Jacob Pinto, Jacob Turk, Daniel Gomez, James Lucana, Jean Deswitz, Félix Chacha de Souza, connu comme le prince des esclaves, et deuxième après Aaron Lopez. Également Simeon Potter, Isaac Elitzer, Jacob Rod, Jacob Rodriguez Rivera, Aim Isaac Cargal, Abraham Touro, Mosaic As, Moïse Hayes, Moïse Lopez, Judas Touro, Abraham Mendes et Abraham Hall. Voici une liste partielle des navires négriers appartenant aux Juifs. L'Abigail de Aaron Lopez, Moïse Levy et Jacob Franks. Le Crown d'Isaac Levy et Nathan Simpson. Le Nassau de Moïse Levy. Le Four Sisters de Moïse Levy encore. Le Anne et Elisa de Justus Bosch et John Abrams. Le Prudent Betty de Henry Kruger et Jacob Phoenix. Le Hessler de Mardoché et David Gomez. Le Elizabeth de David et Mardoché Gomez, toujours. L'Antigua de Nathan Marston et Abraham Liel. Le Betsy de William DeWolf. Le Puy de James DeWolf. Le White Horse de Jan Deswitz. L'Expédition de John Jacob Roosevelt. Le Charlotte de Moïse, Sam Levy et Jacob Franks. Le Caracoa de Moïse et Sam Levy. Les esclavagistes également propriété des Juifs étaient la Fortuna, la Hannah, le Sally et le Venue. En 1710, un immigrant juif nommé Jacob Franks arrive à New York en provenance de Londres et vécut comme pensionnaire dans la maison de Moïse et Rachel Levy, puis épousa leur fille de 16 ans, Abigail, en 1712. Reconnu comme linguiste et érudit juif, Jacob était le fils d'Adam Franks d'Allemagne, un ami du roi George de Hanovre, qui a prêté à ce monarque les bijoux les plus précieux de sa couronne de couronnement. Jacob Franks était l'agent exclusif du roi d'Angleterre pour les colonies du Nord à New York. Son fils David en était l'agent pour la Pennsylvanie. Éminent et riche marchand, il s'adonnait au commerce des esclaves, à la piraterie, au commerce général et à la navigation. Il était également très impliqué dans la communauté juive et dans la construction de la synagogue Sheris Israël, et fut aussi le président de la congrégation en 1730. La famille Franks était l'une des principales familles du New York colonial, non seulement au sein de la petite communauté juive, mais aussi au sein du cercle social laïque d'élite plus large, composé de familles protestantes éminentes. Moïse Levy, beau-frère de Jacob Franks, est né à New York au début du XVIIIe siècle. Un important marchand d'esclaves et commerçant, Moïse Levy de New York et de Newport était l'une des nombreuses familles juives ashkénazes de Newport à cette époque. Levy a vécu dans l'un des grands manoirs coloniaux de cette ville, au 29 Touro Street, qu'il a légué à Moses Texas en 1792. Levy était également l'un des premiers bienfaiteurs de la synagogue de Touro. Samson Levy, un commerçant juif vivant à Philadelphie, a mené un boycott en novembre 1765 contre l'importation de marchandises d'Angleterre dans les colonies, en signant une résolution avec 6 autres commerçants juifs de cette même ville pour protester contre la taxe connue sous le nom de Stamp Act. Aaron Lopez est né en 1731 à Lisbonne, au Portugal, sous le nom de Duarte Lopez, dans une famille juive qui s'était ostensiblement convertie au catholicisme pour éviter la déportation, mais qui continuait secrètement à pratiquer le judaïsme. Lopez suivit son frère aîné Moïse en Amérique du Nord en 1752, où il abandonna immédiatement le nom chrétien Duarte, prit le nom hébreu Aaron, se soumit à la circoncision rituelle et commença à vivre ouvertement en tant que juif. Il s'installa à Newport, Rhode Island, où son frère s'était installé une décennie plus tôt. Comme son oncle et son futur beau-père, Aaron s'établit comme marchand d'huile de baleine et fabricant de bougies. En 1761, Aaron, Jacob Rodriguez Rivera et 7 autres marchands ont formé un cartel pour contrôler le prix et la distribution de l'huile de baleine. La même année, lui et Jacob Rodriguez Rivera ont acheté un voilier de brigantin nommé Greyhound, qui s'est rendu en Afrique en 1763, ramenant une cargaison de 134 Africains qui ont été vendus comme esclaves à un autre juif, Isaac de Costa, en Caroline du Sud. 4 capitaines ont effectué 13 voyages en Afrique, ramenant quelques 1275 esclaves noirs. Entre 1761 et 1774, Aaron Lopez a pris en charge 21 navires négriers, et au début de la guerre d'indépendance, il possédait ou contrôlait 30 navires. Lopez a rapidement amassé une vaste fortune grâce au transport maritime, à la traite des esclaves, à la fabrication de bougies, à la distillation de rhum, à la production de chocolat, de textiles, de vêtements, de chaussures, de chapeaux, de bouteilles et de tonneaux. Au début des années 1770, Lopez était devenu la personne la plus riche de Newport et sa cotisation fiscale était 2 fois plus élevée que celle de tout autre résident. Jacob Rodriguez Rivera, oncle et beau-père d'Aaron Lopez, est issu d'une famille de Maranos de Séville en Espagne. Il est arrivé à Newport via Curaçao en 1748, où il est devenu un marchand et un négrier prospère. Après Aaron Lopez, Rivera occupait la plus haute position dans la vie commerciale, religieuse et sociale de la communauté juive de Newport. Sa fille Sarah, mariée à Aaron Lopez, et son fils Jacob possédaient un grand manoir sur la Parade, qui est aujourd'hui situé au 8 Washington Square. En 1747, Isaac de Costa, un juif séfarade né à Londres, arriva à Charleston, en Caroline du Sud, où il s'établit comme marchand, agent maritime et négrier, et se bâtit une fortune considérable en faisant venir d'Afrique des centaines d'esclaves noirs. Isaac d'Acosta avait été initié à la franc-maçonnerie et nommé inspecteur général adjoint de celle-ci par son compatriote juif Moses Michael Heiss, puis il fonda la sublime Grande Loge maçonnique de perfection à Charleston, avant sa mort en 1783. En 1756, Moses Lindo, un juif séfarade né à Londres en 1712, arrive à Charleston en Caroline du Sud, où il s'établit comme planteur et marchand d'esclaves, ainsi que dans le commerce de la cochenille et de l'indigo avec Londres.
Lindo a importé 49 esclaves de la Barbade dans sa plantation de Caroline du Sud dans les années 1750. À un moment donné de sa carrière, il a fait paraître une annonce dans la South Carolina Gazette, dans laquelle il affirmait que si quelqu'un était prêt à se séparer d'une plantation de 500 acres avec 60 ou 70 nègres, il était prêt à l'acheter pour de l'argent facile. En 1762, il fut nommé géomètre et inspecteur général de l'indigo, des drogues et des teintures. Arrivait également à Charleston, toujours en Caroline du Sud, en 1756, le serviteur sous contrat de Moïse Lindo, Jonas Phillips, qui était né Jonas Felbusch à Francfort en Allemagne. Après avoir rempli son contrat, Phillips déménagea d'abord à Albany, New York, en 1759, puis à New York, où il devint marchand d'esclaves. En 1760, Phillips avait rejoint la loge des francs-maçons de New York et avait servi comme chouette dans l'abattage rituel, et comme bodek, celui qui examine la viande, pour le compte de Shérif Israël. S'installant à Philadelphie juste avant la Révolution américaine, Phillips était un fervent défenseur de l'accord de non-importation, et au début de la guerre d'indépendance, il soutint la cause américaine, et en 1778, il s'engagea dans la milice de Philadelphie. En 1782, il était le deuxième juif le plus riche de la ville. Lui et sa femme Rebecca Mendes Machado ont maintenu leur lien avec la Caroline du Sud grâce à plusieurs de leurs 21 enfants. Benjamin Mordecai de Charleston était l'un des plus grands marchands d'esclaves de la Caroline du Sud. De sa participation à la guerre civile, le Boston Transcript rapporte que Mordecai a présenté à son État belligérant et à sa ville $10 000 pour aider à la cause de la sécession, avec en plus l'offre d'un grand nombre de nègres pour travailler à la cause. En 1857, il a fait de la publicité dans le Charleston Courrier, nègres des champs et serviteurs de maison à vendre. Il comprenait cochers et serviteurs de maison, cuisiniers, couturières, laveuses et repasseuses. Tom, 25 ans, John, 21 ans, Lilburn, 24 ans, Isaac, 22 ans, Elvie, 18 ans, Amelia, 22 ans, Lydia, 40 ans, Louisia, 40 ans, Patsy, 19 ans, infirmière de campagne et ouvrière, Caroline, 17 ans, Betsy, 17 ans, Catherine, 16 ans, Octavia, 16 ans, Marie, 28 ans, Sarah, 30 ans. Avec un enfant, Sarah, 18 ans, Sanders, 22 ans, Samson, 30 ans, Moses, 33 ans. Menuisier, Henri, 20 ans, Laurence, 45 ans, Dave, 25 ans. Ouvrier, Henri, 22 ans, tailleur, Lucie, 19 ans, Margaret, 16 ans, Millie, 16 ans, Salina, 16 ans, Nancy, 20 ans. Avec 2 enfants, Suzanne, 30 ans, Caroline, 18 ans, Benjamin, 25 ans, Sam, 16 ans. Laboureur, Lindsay, 27 ans, Isaac, 18 ans, Byron, 22 ans, Nat, 30 ans. En tant que marchand et marin, Mordecai a régulièrement expédié des esclaves à la Nouvelle-Orléans entre 1846 et 1860 et a acheté au moins 102 esclaves lors des ventes judiciaires du district de Charleston dans les années 1850. En 1757, Isaac Monsanto, un juif séfarade né aux Pays-Bas, arrive à la Nouvelle-Orléans en passant par Curaçao et se lançant dans le commerce de l'expédition d'esclaves et de marchandises des Caraïbes vers le golfe du Mexique. En 1767, Monsanto acheta une plantation connue sous le nom de Trianon, en dehors de la Nouvelle-Orléans. Au moment où le deuxième gouverneur espagnol a pris le contrôle en 1769, expulsant les Juifs de Louisiane, Isaac Monsanto était devenu l'un des plus riches marchands de la Nouvelle-Orléans. Sous la domination espagnole, Monsanto a été dépouillé de ses biens et forcé de quitter le territoire, s'installant dans la ville de Mancha, près du lac Pontchartrain, en territoire britannique, où il a été rejoint par ses frères Manuel, Jacob et Benjamin, tandis que leurs sœurs se sont installées à Pensacola, qui faisait alors partie de la Floride occidentale britannique. Après la mort d'Isaac en 1778, Manuel, Jacob et Benjamin Monsanto ont continué à gérer leur entreprise commerciale, s'occupant non seulement de marchandises sèches, mais aussi d'immobilier, de simples marchandises, de recouvrement de dettes et d'esclaves. Les archives montrent que Benjamin Monsanto a échangé 13 esclaves contre quelques 3000 livres d'indigo en 1785. En 1790, Manuel et Jacob s'étaient installés sur Toulouse Street à la Nouvelle-Orléans, tandis que Benjamin et sa femme Clara s'installaient dans une plantation de 500 acres exploitée par 11 esclaves à St. Catherine's Creek, près de Natchez, dans le Mississippi, où il continua à exploiter une partie de l'entreprise familiale jusqu'à sa mort en 1794. La société chimique Monsanto a été fondée par John Francis Quinney, qui a épousé Olga Mendez Monsanto, fille d'Emmanuel Mendez de Monsanto, un descendant de cette famille. David Levy Yulee est né David Levy le 12 juin 1810 dans l'île de Saint-Thomas. Son père, un juif séfarade nommé Moïse Elias Levy, était un cousin et un associé de Philippe Benjamin, le père du futur secrétaire d'État confédéré Judah Benjamin, et avait fait fortune dans le domaine du bois de construction, alors qu'il vivait dans les Caraïbes. Après que la famille eut émigré aux États-Unis, le père de David acheta 50 000 acres de terre près de l'actuelle Jacksonville, en Floride, où il espérait établir une nouvelle Jérusalem pour les colons juifs. En 1845, après l'admission de la Floride comme État, il devint le premier juif élu au Sénat des États-Unis. En 1846, Levy changea officiellement son nom pour celui de David Levy Yulee, en ajoutant le nom de famille séfarade de son père, et construisit, avec le travail de 69 esclaves, une sucrerie qui commença à fonctionner en 1851 pour traiter la canne à sucre cultivée sur sa plantation de 5100 acres le long de la rivière Homosassa. Au moment de la guerre civile, la sucrerie de Yulee employait plus de 100 esclaves lorsqu'elle fonctionnait à plein régime.
En 1853, Yulee a affrété le chemin de fer de la Floride pour lequel il a commencé à émettre des actions publiques. Avec les subventions de l'État obtenues grâce à sa loi sur l'amélioration interne de la Floride de 1855, Yulee a commencé à obtenir des concessions de terres fédérales et de terres d'État pour construire un réseau de chemin de fer dans la région sauvage de la Floride. Le 1er mars 1861, le premier train est arrivé de l'Est à Cedar Key, quelques semaines avant le début de la guerre civile. Élu de nouveau au Sénat en 1855, M. Yulee a siégé jusqu'au 21 janvier 1861, date à laquelle il s'est retiré du Sénat après la sécession de la Floride. Il s'est ensuite joint au Congrès de la Confédération. Son développement des chemins de fer fut sa plus importante réalisation et sa contribution à l'État de Floride, en apportant un développement économique accru à l'État. Judah Benjamin, un immigrant juif séfarade né en 1811 à Sainte-Croix dans les îles Vierges, a été amené aux États-Unis par ses parents en 1813 à l'âge de 2 ans. En 1833, il épousa Nathalie Bauche de Saint-Martin, la fille de 16 ans d'une importante et riche famille créole française de la Nouvelle-Orléans. Il acheta une plantation de canne à sucre à Bellechasse en Louisiane, avec 150 esclaves. En 1852, il fut élu par la législature de l'État au Sénat américain depuis la Louisiane, devenant ainsi le 2e sénateur juif de l'histoire des États-Unis, après l'élection de son cousin, David Levy Yulee, en 1845. Après la sécession de la Louisiane de l'Union en 1861, Benjamin démissionna de son siège de sénateur américain et fut nommé procureur général des États confédérés 11 jours plus tard par Jefferson